Bonjour à tous. Merci pour votre participation à cet atelier qui s'inscrit dans un cycle de rencontres qui est organisé par l'AGAM et le CEREMA sur le thème du recyclage urbain. Alors, la journée d'aujourd'hui est consacrée à des retours d'expérience. Elle s'organise autour de 3 ateliers pour explorer des types de recyclage urbain distincts. Donc, avec un premier atelier qui a eu lieu ce matin en début de matinée et qui était consacré à des projets de reconversion. Le second atelier, donc celui-ci, qui est consacré à des projets de densification, intensification. Donc, on verra tout à l'heure quelle est la distinction entre tous ces types de projets. Et un troisième atelier cet après-midi qui sera, lui, qui explorera des opérations peut-être un peu plus classiques de démolition, reconstruction. Donc, nous sommes pour cet atelier 2 animateurs, donc un de chacune des structures. Donc, je suis moi, Benoît Remord, architecte urbaniste à la GAM. Je suis chargé d'études au service aménagement et urbanisme de projet. Et Carole, je te laisse te présenter. Oui, et Carole Cardo, donc chargée d'études politique de l'habitat au CEREMA Méditerranée. Donc, on va revenir sur l'organisation de cet atelier. Donc, il y aura 4 temps principaux. Donc, un premier petit temps introductif d'une dizaine de minutes qui devrait nous amener jusqu'à 11h15 à peu près sur le rappel de la démarche AGAM-CEREMA sur ce thème du recyclage urbain, avec un retour sur les premières journées qui ont eu lieu le 19 novembre, en fait, et un point sur la spécificité de ce thème de densification-intensification. Donc, la seconde partie de l'atelier sera consacrée à la présentation de 2 opérations par les architectes de ces projets que j'en profite pour remercier dès à présent pour leur participation active à cet atelier. Donc, Fabien Perret qui nous présentera 2 projets de surélévation d'immeubles à Lyon, et Laurent Niger qui nous présentera son projet de transformation d'un ancien parking aérien en logements sociaux à Paris, là, Faubourg Poissonnière. Donc, vous aurez 15 minutes de présentation chacun, soit 30 minutes au total, ce qui devrait nous amener jusqu'à 11h45 à peu près. J'en profite aussi pour inciter l'ensemble des participants à réagir durant ces présentations via le chat, poser des questions, faire des suggestions, des commentaires. Et ces discussions sur le chat nous permettront d'alimenter la 3e partie de cet atelier, donc qui aura lieu de 11h45 à 12h15 environ, et qui sera consacrée à des échanges avec vous, l'ensemble des participants. Et on pourra notamment évoquer des freins, des leviers, des conditions de succès de ce type d'opération, des retours d'expérience, de bonnes pratiques, des outils et dispositifs. Donc, on verra vers quoi ces échanges tendront. Et ensuite, on aura un temps de conclusion de l'atelier et on évoquera, pour finir, les suites de ces rencontres du recyclage urbain. Donc, en ce qui concerne le rappel de la démarche, donc, on s'inscrit dans un partenariat entre l'AGAM et le CEREMA qui s'est fait de manière assez naturelle en fait sur cette question du recyclage urbain, puisque ce sont 2 structures expertes dans le domaine de l'aménagement urbain et ayant pour mission notamment l'appui aux politiques publiques. Donc, il y a aussi le fait que ces 2 structures soient complémentaires, avec le CEREMA qui développe des outils et des méthodologies au niveau national, tels que je pense à Urban Simul, par exemple, qui est un logiciel qui permet de simuler des scénarios de renouvellement urbain, ou encore à Cartofriche, qui permet d'identifier des friches urbaines qui sont mobilisables, en fait, pour ce recyclage urbain. Et la GAM, elle, qui a un ancrage local et une connaissance fine des tissus, qui permet aussi de développer ses propres outils pour analyser ce potentiel de renouvellement. Je pense notamment à l'outil de la typomorphologie qui a été développé à l'échelle du territoire de la métropole et qui, croisé avec un certain nombre de données telles que la vacance des logements ou encore
l'occupation et le type de propriété, peut nous permettre d'identifier aussi ces fonciers mobilisables pour le recyclage urbain. Donc, ce partenariat entre l'AGAM et le CEREMA s'est aussi fait, puisque ce sont deux structures qui souhaitaient cumuler leurs forces, en quelque sorte, en matière de méthodologie et d'outils sur cette question d'actualité qui est le recyclage urbain. Donc, ces rencontres sur le recyclage urbain sont nées d'un objectif commun de sensibiliser les techniciens et les élus au recyclage, à ce recyclage urbain. Alors, en effet, avec les enjeux de sobriété foncière qui sont inscrits dans les documents d'urbanisme au niveau national comme régional, on voit des objectifs qui s'affichent peu à peu, avec, par exemple, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de diviser par 2 la consommation d'espace d'ici 10 ans, à l'horizon 2030 donc, et de tendre à terme vers le zéro artificialisation nette, d'où l'intérêt de promouvoir de nouveaux modes pour faire la ville, pour passer en fait de modèles classiques d'aménagement qui sont représentés sur ce petit schéma-ci, qui procède par extensions successives et qui grignotent peu à peu les espaces agricoles et naturels situés à la périphérie des villes, à des modèles plus vertueux de recyclage urbain qui permettent en fait de refaire la ville sur la ville selon des principes de l'urbanisme circulaire. Donc, c'est le petit schéma que vous voyez ici, où l'on voit que l'on peut refaire la ville sur des parties qui sont sous-occupées ou en déshérence, mais aussi à l'intérieur des tissus constitués. Pardon. Donc, ces rencontres ont pour objectif de recueillir les questionnements des partenaires et des participants à cet enjeu du recyclage urbain et de proposer ou d'échanger sur les outils en vue d'une réplicabilité des opérations de ce type. Alors, pourquoi ça ne passe pas à la diapo suivante? Donc, ce partenariat AGAM-CEREMA s'est concrétisé aussi au travers d'une démarche de benchmarking qui a abouti à la conception d'une trentaine de fiches de cas sur des opérations de recyclage urbain un peu emblématiques, en fait. L'objectif de ces fiches, c'était de montrer que le recyclage urbain est multiple, qu'il peut s'opérer dans des contextes urbains très variés, qu'il peut concerner aussi différents types de vocations ou des changements d'affectation. Ces fiches ont permis aussi d'identifier des freins ou des leviers pour la mise en œuvre de ces projets. Et elles permettent par extension de montrer la diversité des potentiels et des modes de recyclage urbain pour aider les territoires à identifier et à révéler leur propre potentiel. Et elles permettent de donner des idées et des outils pour tendre vers la réplicabilité que l'on recherche. Donc, un petit retour sur la première journée qui a été organisée il y a une semaine, le 19 novembre, donc avec un intérêt vraiment partagé pour cette thématique du recyclage urbain, avec plus d'une centaine de participants et des débats animés sur les conditions de succès de ces opérations. Donc, ont été évoqués notamment la connaissance et le repérage du foncier, la nécessaire implication aussi des porteurs de projets, des élus, voire de la population, avec les nouveaux modes de faire la ville par le biais de la concertation, et des questions aussi pragmatiques sur le recyclage urbain, avec le financement de ces opérations, la prise en charge de surcoûts éventuels, ou aussi le fait que ces opérations naissent d'une convergence de conjoncture et de cas, une convergence d'intérêts. Voilà. Donc, ce que j'ai déjà évoqué, c'est que ce recyclage urbain
et multiples. Les rencontres d'aujourd'hui ont d'ailleurs été organisées autour de ces différents types de recyclage. Donc, ici, on voit un projet de reconversion, changement de destination, qui a été l'objet du premier atelier ce matin. Donc, il s'agit de la friche de la Belle de Mai à Marseille. C'est un exemple bien connu où une ancienne manufacture de tabac a été recyclée en une fabrique d'art et de culture. Donc, les enjeux de densification, les exemples de densification-intensification qui font l'objet de cet atelier, avec ici un exemple de surélévation d'immeubles à Marseille. Ensuite, les objets de démolition-reconstruction qui feront l'objet de l'atelier de cet après-midi, avec ici l'exemple de la ZAC des Tuileries à Saint-Zacharie dans le Var, avec un quartier d'habitat qui a été aménagé en lieu et place d'un ancien industriel. Et on a aussi des projets de renaturation, d'aménagement d'espaces publics sur d'anciens sites ferrés. Ici, en l'occurrence, le parc du 26e centenaire à Marseille, qui a été aménagé sur une ancienne gare de tri. Donc, pour faire un point sur le cas qui nous intéresse dans cet atelier, donc la densification-intensification, donc on va parler ici de projets qui se différencient des opérations de démolition-reconstruction plus classiques, parce qu'elles prennent en compte et intègrent un existant, en fait, comme entrée dans le projet. Ça peut être des bâtiments patrimoniaux à préserver, ça peut être des usages à préserver. Et donc, ce type d'opération produit aussi des opérations toujours singulières et avec une qualité une réelle qualité, en fait, qui est un peu loin des standards de la production immobilière qu'on peut voir par ailleurs. Donc, jusqu'ici, ces opérations sont relativement marginales, mais elles ont tendance à se développer, notamment du fait de la raréfaction du foncier et de son coût, notamment dans les zones centrales et les zones les plus denses et les mieux équipées. Elles ont été aussi rendues possibles par des évolutions législatives intervenues notamment suite à la loi ALUR sur des questions très concrètes, mais comme les obligations liées aux règles à la production de stationnement ou comme l'évolution des lois régissant les copropriétés, qui sont des éléments d'entrée très importants pour ce type d'opération d'intensification et de densification. On voit que ce type d'opération représente encore un important potentiel pour le recyclage urbain. Et juste ce petit point pour bien insister sur le fait que intensifier, densifier, c'est avant tout un choix pragmatique et c'est ce que l'on va voir au travers des deux opérations qui vont nous être présentées maintenant. Donc, la surélévation de bâtiments sur des parcelles sous-denses nécessitant la préservation d'occupations préexistantes, donc avec les opérations de surélévation que va nous présenter Fabien Perret, et l'opération que va nous présenter Laurent Niget ensuite, qui va présenter un changement de vocation sur des bâtiments existants dont la SDP dépasse les droits à bâtir qui auraient été autorisés dans le cadre d'opérations de démolition-reconstruction plus classiques. Donc, je vais donner la parole à nos deux intervenants. Fabien Perret, qui va nous présenter deux projets de surélévation d'immeubles à Lyon, et Laurent Niget, qui va nous présenter son projet de transformation d'un ancien parking aérien en logements sociaux à Paris. Donc, vous avez 15 minutes chacun pour présenter vos
vos exemples. Je vous remercie de vous inscrire dans ces 15 minutes. Et je rappelle à l'ensemble des participants que vous êtes invités à interagir via le chat durant ces présentations. Vous pouvez poser des questions, faire des suggestions, des commentaires, évoquer des exemples, etc. Donc, je passe la parole maintenant à Fabien Perret. Bonjour, bonjour. Donc, je me présente, donc Fabien Perret. On est une petite agence sur Lyon de 3 architectes, composée de 3 architectes. On travaille dans le 7e arrondissement. Et je vais vous présenter 2 projets de surélévation d'immeubles qui se trouvent dans notre quartier, que nous avons réalisé, un en 2012 et l'autre en 2018-19. Ces 2 projets s'inscrivent vraiment au cœur de la ville de Lyon. Et il me paraissait important de vous les présenter dans le sens où c'est une approche technique qui est double. C'est-à-dire qu'il y a la première approche qui se trouve être… alors, je sais pas, j'ai la main ou pas ici, là? Non, tu n'as pas la main. Si tu Ok. veux prendre la main, il faut que tu ouvres le dossier. Tu veux que je change la diapo, tu me dis. Hein. D'accord, ok. Donc, le premier, c'est celle-ci, effectivement, là où il y a la petite main, qui correspond à une surélévation sur un bâti existant. Et la deuxième, qui se trouve rue de la Thibaudière, qui se trouve être une surélévation en conservant une façade, mais en refaisant une structure indépendante, vraiment autonome, qui permet de gérer correctement la solidité du bâti. Donc, la première des opérations consistait donc à surélever. Là, vous avez la diapositive qui correspond à avant-après. Donc, c'est ce petit bâtiment qui faisait l'angle de la rue de la Thibaudière et la rue Chevreul, pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon. Et l'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire sur ce petit restaurant qui se trouve au rez-de-chaussée avec un petit bureau à l'étage et comment on pouvait agrandir les logements qui se trouvent être le bâtiment jaune à gauche là. Voilà. Le bâtiment ocre jaune voilà, qui se trouve ici. Et donc, nous, ce qu'on a réalisé, c'est on a réalisé ça en 2 temps. Je vais vous expliquer un petit peu après avec quelques diapositives. La réhabilitation de ce restaurant en rez-de-chaussée et la surélévation avec le traitement en angle pour agrandir les 2 logements de ce petit bâtiment jaune. Et sur le bâtiment existant, on a rajouté 2 duplex. On a vraiment fait une extension comme une extrusion du bâtiment existant. Donc, pardon? Vas-y, tu me dis s'il faut que je passe. Hein. Ouais, c'est vrai que on ne sait pas bien où mettre les mains, quoi montrer. Mais bon. Donc, vas-y, passe la prochaine, s'il te plaît. Voilà. Donc l'idée du projet, c'est une personne qu'on ne connaissait pas qui est venue nous rendre visite parce qu'on est à 50 mètres de ce projet-là, de ce lieu. Et il a fallu voir un petit peu comment on pouvait traiter cet angle et comment on pouvait monter aussi au maximum pour avoir le maximum de surface et créer le maximum de surface possible. Donc, on est vraiment sur des petites interventions sur lesquelles on construit un tout petit peu plus haut donc pour arriver à effectivement, on parle de densité, mais pas à surélever la ville et comment on peut surélever la ville d'une manière assez simple avec des petits outils. Donc là, nous, ce qu'on a fait, donc ça, c'est une petite fiche qui explique un petit peu les délais un petit peu classiques en termes d'études et en termes de chantier, avec les surfaces créées qui sont des surfaces assez modestes, on va dire, avec 150 mètres carrés de surface créée et puis des coûts qui correspondent à peu près autour de 2000-2100 euros le mètre carré en surface finie qui correspond, si vous voulez, alors qu'aujourd'hui, le foncier, effectivement, sur Lyon, dans ces quartiers-là, il est plutôt autour de 5000 euros. Donc, vas-y, passe, Benoît. Ça, c'est donc le petit croquis de départ. On avait fait donc plusieurs versions.
Des versions un peu plus chic avec du cuivre, avec notre approche aussi des matériaux. On est en secteur aussi classé architecte des bâtiments de France. Donc, il y a vraiment tout un échange qui est à instaurer avec les services instructeurs. Et on est arrivé justement, après discussion, voilà, à essayer d'affirmer un petit peu aussi le caractère un petit peu contemporain du traitement de cet angle et de pouvoir étendre d'une manière assez patrimoniale, on va dire, les logements qui se trouvent être les logements blancs ici, qu'on a, sur lesquels on a essayé de mettre un petit peu de couleur. Donc ça, c'était vraiment la première approche. Et donc, par rapport à ce qu'on retrouve souvent en ville, les rez-de-chaussée sont souvent utilisés en locaux commerciaux ou en petits restaurants, en petits magasins. Et donc là, ce qu'il a fallu faire, il a fallu travailler au mois d'août. Vas-y, Benoît, tu peux passer. Mais il a fallu travailler au mois d'août pour casser la petite cahute qu'il y avait sur le devant, la petite maison en bois qui correspondait, si vous voulez, à la salle de restaurant. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le propriétaire, il a la maison jaune qu'on voyait ici, plus il avait le restaurant. Mais on n'a pas travaillé directement avec le propriétaire, mais on a aussi travaillé avec le restaurateur, qui lui est le locataire. Donc, ce qu'il a fallu faire, il a fallu trouver un petit peu des astuces et des subterfuges pour qu'il ferme que le mois d'août. Et donc, pendant le mois d'août, on a cassé la petite cabane et on a réalisé la salle de restaurant pour éviter que ça ferme. Merci, Benoît. Merci. Donc, voilà. Donc là, en mois d'août, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand monde, mais par contre, il faut être un petit peu disponible pour arriver à caler en un mois la démolition, reconstruction et puis la fabrication des fenêtres et après mettre un petit peu du monde pour rendre la petite salle de restaurant utilisable au mois de septembre avec une étanchéité provisoire. Et en deuxième temps… Donc, je passe. Oui. En deuxième temps, on a coupé le toit des bureaux du petit restaurateur. On a fait ça un petit peu, c'était un des premiers projets de surélévation, donc c'était un petit peu un projet test, on va dire. Donc on a eu pas mal de problèmes aussi d'infiltration d'eau sur le mois de septembre-octobre quand on a commencé à couper le toit. Donc tous les soirs, il fallait bâcher. Alors qu'aujourd'hui, avec des moyens un peu plus importants, on peut arriver à faire des surtoitures, mais qui impliquent des coûts aussi importants. Et en enlevant le toit, on s'est rendu compte que le mur, il avait un fruit, donc il était en train de tomber. Donc du coup, on a fait appel aussi à un ingénieur pour qu'on puisse essayer de conforter le bâtiment existant avec des systèmes de tirants et de systèmes d'étampage pour pouvoir vraiment arriver à retenir les deux murs. Et donc, on a des tirants qui passent pour reprendre la façade qui est en train de tomber sur la cour, sur l'arrière. Vas-y. Donc, ça, c'est des systèmes de structure. Après, donc, on est parti sur des structures légères parce qu'étant donné qu'on avait des murs qui étaient très importants, mais sur lesquels on ne connaissait pas vraiment précisément l'importance. Donc, on a choisi de partir sur une structure la plus légère possible. Au début, c'était du bois et après, on est parti en béton cellulaire pour éviter la surcharge sur les murs existants. Donc voilà, on se rend compte que une fois qu'on a fait la race du mur, après on a monté donc au-dessus du restaurant les deux extensions des logements et au-dessus des bureaux du restaurateur les deux duplex. Vas-y Benoît. Voilà, donc au final, on a réussi à mettre un petit peu de couleur aussi dans cette ambiance un peu toujours dans les ambiances claires, en essayant aussi de s'inspirer. Il y a un joli prunus qui se trouve sur le devant, et on a voulu faire un petit peu un rappel aussi sur la couleur un peu prune de cette extension pour essayer d'associer l'arbre à la construction qui se trouve sur l'arrière. Et donc sur la construction de la ville sur la ville, on a voulu aussi essayer de marquer l'existant avec, là on le voit bien sur la photo de droite. Voilà. On voit effectivement avec les deux
les deux grandes agrafes en fait, qui viennent supporter le mur. On voit que la couvertine qu'on a rajoutée, là, on voit que le mur, il a encore un bombage, en fait, il est encore bombé. Et au-dessus, on a rajouté ces deux éléments, ces deux duplex, un peu en extrusion, si vous voulez, assez simple, avec un toit en tuiles. Et sur la partie sur le devant, on a voulu une écriture un peu plus d'aujourd'hui, si vous voulez, avec un traitement plus de l'angle et les deux petits espaces qui sont à l'étage, qui correspondent à deux espaces un peu différenciés des constructions des deux logements. Voilà. Après, voilà, les ambiances intérieures, c'est une ambiance assez simple. Et donc, toute la subtilité, c'est d'arriver à rentrer en communication avec celui qui paye, Oui. le commanditaire, et avec celui qui l'habite, le locataire. En l'occurrence, là, c'est un restaurateur japonais. Juste là, je me permets de t'interrompre. On a une question sur les matériaux de la façade. Quels sont les matériaux de la façade? Alors, le rez-de-chaussée, la petite partie, voilà, au rez-de-chaussée, c'est du béton armé. Et après, les deux parties sur le dessus, c'est du béton cellulaire. C'est un matériau assez léger avec ouais, je pense que vous connaissez le béton cellulaire, c'est type Syporex, si vous voulez, et qui permet d'alléger le poids qui peut être transmis sur les fondations. Il a un pouvoir thermique qui n'est pas inintéressant. Après, au niveau acoustique, c'est quand même pas terrible. Donc, on rajoute aussi une isolation après par l'intérieur. Très bien, merci. Je propose de passer sur la seconde extension. Oui, c'est vrai que je fais pas ça vite. Donc là, la seconde extension, c'est un peu le même principe. Donc, vous voyez, c'est l'angle rue Jean Jaurès, rue de la Thibaudière, dans le 7e aussi. Donc, vraiment, là, pour le coup, c'est à 25 mètres de là où je travaille. Et donc, c'est ce petit bâtiment à R+1. L'idée, c'est de comment on peut rajouter un étage. Donc, c'est un bâtiment un peu classique de ce qu'on trouve sur Lyon, en mâche-fer, avec des fondations un peu bricolées. Et là, en l'occurrence, on travaille avec un bureau d'études de structure qui nous a dit on ne peut pas remettre quoi que ce soit au niveau de poids sur les façades existantes. Donc, on a quand même conservé la façade sur rue dans un souci à la fois une espèce de petit patrimoine et puis de gestion de chantier pour qu'on puisse… et après, bah, ce qu'on a fait, donc, la photo d'après. Voilà. Et après, donc, du coup, ce qu'on a fait là, on a refait des fondations autonomes sans se poser enfin, sans se poser ni sur les façades sur rue, ni sur les façades sur l'arrière. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on voit un petit schéma là, c'est qu'on a percé le plancher existant et on est venu avec des micro-pieux sur 6 poteaux. Vas-y, passe, Benoît. Voilà. Donc là, il y avait une étude qui avait été faite au début pour réaliser ça en structure métallique. Et pour des soucis de pratique d'installation de chantier, parce qu'on est en plein centre-ville, et c'est vraiment, on pouvait pas se permettre de bloquer la rue. On est passé sur une structure plus traditionnelle avec un système de poteaux béton. Donc là, donc, au rez-de-chaussée, vous avez encore un petit restaurant avec un garage attenant. Et donc, on a pu rentrer donc, des machines pour faire des petites machines pour faire des micro-pieux dans le garage. Vas-y, Benoît. Voilà. On a donc supprimé la toiture, le même principe que l'autre. On a scalpé la toiture. Et on a fait des trous dans le plancher existant pour revenir reporter le poids de la structure, de la nouvelle structure, sur des poteaux, sur des nouveaux poteaux qui se trouvaient dans le garage, positionnés dans le garage pour pas que ça gêne le moins possible les locaux de stockage et en lien avec le restaurant. Donc voilà, ce qu'on voit là, c'est qu'on perce les dalles existantes et on revient sur des nouvelles fondations pour monter et porter le plancher du dessus.
Voilà, donc on voit, vous voyez un petit peu là donc on a conservé la façade sur la rue pour des raisons pratiques. Et après, donc on a travaillé sur là, ça c'est la dalle du garage. On monte des poteaux sur 2 niveaux, donc 2 fois 3 mètres, des poteaux de 6 mètres de haut. Et après, on est venu avec une nouvelle dalle au-dessus et après une autre dalle encore au-dessus. Je peux passer, Donna? Encore, je passe. Voilà, donc là, on voit. Pardon, je suis allé trop loin. Non, mais c'est le système d'étampage, effectivement, sur lequel, d'une manière pratique, on parle toujours du rez-de-chaussée pour pouvoir avoir le maximal enfin, pouvoir étamper et être en sécurité. Avec la dalle du premier, la dalle du deuxième, si vous voulez, la première dalle. Donc, on voit la toiture existante sur le côté, là. Tu vois, Benoît? Voilà. Et ça, c'est encore la toiture du dessus, qui, avec un système, donc du coup, sur lequel, sur la rue, on avait une installation de chantier le plus minime possible, et on bloquait juste pendant les périodes de coulage. Parce que c'est vrai qu'en centre-ville, c'est toujours le même problème, quoi. Voilà. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a fait une grande terrasse sur l'arrière. Et on voit que cette grande terrasse-là, en fait, elle est en porte-à-faux et elle vient reporter que sur les 6 poteaux. Donc, ça, c'était la maison existante sur le dessous, la cour existante qu'on a fermée, qui est transformée en chambre, et sur lequel on n'a aucun poids qui vient se poser sur les murs, sur lesquels on connaît très peu leur portance. Mais on vient vraiment essayer de s'étendre le plus possible en étant sur les fondations qu'on connaît. Vas-y. Voilà, donc le système intérieur. Donc là, on voit la petite surélévation qu'on a faite ici, qui correspond à une surélévation. Voilà. Comme ça, là, ça va. Donc, voilà, donc en fait, c'est une surélévation sur un niveau supplémentaire. Plus, au-dessus, là, il y a un jardin. En fait, on est en toiture terrasse et là, il y a un jardin suspendu pour que la personne qui a fait ces travaux-là puisse cultiver pour son petit restaurant. Lui, pour le coup, il a un restaurant vietnamien et il fait la culture. Donc, on voit sur le dessus, là, il y a un garde-corps au-dessus et sur lequel il cultive en fait des plantations. Donc, ça, c'est la partie de la terrasse, qui était la nouvelle terrasse qui a été créée. Et à l'intérieur, on est sur des volumes assez basiques, assez simples, qui sont là pour accueillir une famille. Voilà, en termes de coûts, on pourra y revenir peut-être après dans un deuxième temps, parce que je pense que là, il y a Laurent qui va prendre la main. Et puis, si vous avez d'autres questions, on pourra parler peut-être de prix, et puis peut-être plus après sur les ambiances intérieures, je pourrais revenir sur des photos que je pourrais vous montrer, à la fois les photos de chantier, parce que c'est tous ces petits projets, c'est comment est-ce qu'on organise le chantier, comment est-ce qu'on échange avec les entreprises et avec les voisins. Et ça, ça fait partie vraiment du travail, de notre travail d'échange et de concertation. Voilà, j'espère qu'elle a été claire. Merci Fabien, Fabien, super. Donc, on va donner la parole à Laurent, Laurent Niger, qui va nous présenter son projet. Voilà. Bon, Benoît, je te laisse la main sur le diaporama. Hein. D'accord, tu me dis juste quand il faut que je change de… Okay. Comme à la grande époque des slides, là. Voilà. Vas-y, envoie la première image, s'il te plaît. Voilà. Donc, oui, bonjour. Moi, j'interviens sur une opération qui a été une vraie aventure et qui s'est agi en fin de compte de la réhabilitation de 2 x 12 logements traditionnels dans un immeuble haussmannien de Faubourg dans le centre parisien et en fond de parcelle d'un ancien parking aérien de 1926, je crois, c'est ça, non, 1926.
et qui était inoccupée. Voilà. Donc qu'on soit clair, c'est que en fin de compte, l'opération, bien entendu, elle comporte la réhabilitation, transformation d'un ancien garage, mais le garage n'occupait pas la totalité de la parcelle, ce qui fait que l'enjeu n'était pas essentiellement de la réhabilitation du garage, mais il était dilué dans une offre un peu plus globale, puisqu'au final, on avait 2 fois 12 logements dans les bâtiments existants, plus ce parking dans lequel on a fait 10 logements supplémentaires. Donc, les enjeux en termes de choix de réhabilitation ont été un peu aidés parce que dilués dans les risques. Donc, en fin de compte, le parking en lui-même n'était pas dans l'annonce de la consultation de maîtrise d'œuvre, le parking n'était pas systématiquement conservé. Il pouvait très bien être cassé. Avec le bureau d'études, nous, ce qu'on s'est dit assez rapidement, c'était que le parking avait un vrai intérêt patrimonial, même si c'est pas bien entendu du grand patrimoine avec un P majuscule, et que à ce titre, il était intéressant de le conserver. Donc le parking, si vous voulez, c'est ce qui était hyper intéressant très vite, on s'en est rendu compte, c'est que la place de la voiture dans la ville et donc l'émergence au début du XXe siècle de toute cette architecture de concessions automobiles, de parking aérien, qui a donné lieu à des très beaux exemples d'architecture moderne, Perret, là on voit le parking de Pontieux, le garage de Pontieux qui était de Expert, un bâtiment sublime qui a été cassé dans les années 50. Et en bas, là, ce qu'on voit avec l'hélice, là, c'est un parking aérien qui est à Grenoble, qui date des années 30 aussi et qui est une prouesse architecturale assez incroyable. Donc voilà, c'est cette idée de patrimoine, cette idée de qualité architecturale qui est passée un peu sous les radars parce qu'évidemment, c'est pas du grand patrimoine, comme je le disais, et qui tout d'un coup peut devenir, à travers une réhabilitation, une transformation, peut être révélée par un travail attentif et un travail un travail très fin, comme l'a dit Benoît. On fait un peu la microchirurgie dans ce genre de situation. Là, on a même récupéré le permis de construire de l'époque, là qu'on voit, on voit la coupe au milieu en haut là, et qui montre bien qu'en fin de compte, on était sur un parking qui faisait à peu près 20 mètres par 20 en fond de parcelle et qui est trop petit pour pouvoir accepter une rampe. Donc, il était équipé d'un ascenseur à voiture centrale, lequel ascenseur était aussi une plateforme plateforme tournante. Donc, c'était un ascenseur plateforme qui était dans une structure béton circulaire. Tu peux mettre la deuxième image, s'il te plaît? Voilà, donc on voit le plan de l'existant au milieu là, avec donc le fond de la parcelle, la cour existante et le bâtiment en U qui en fin de compte était qui était en fin de compte 2 L qui étaient accolés l'un à l'autre et qui étaient les bâtiments haussmanniens. Et donc ce parking en fond de parcelle avec sa structure circulaire qui correspondait donc à cet ancien ascenseur plateforme tournante et la poutraison béton d'époque. Ce qu'on voit aussi clairement et on le voit en haut sur les images aériennes, c'est que on avait sur rue, on avait bien entendu les bâtiments haussmanniens qui étaient éclairés de manière très claire, très franche sur la rue, et le parking en fond de parcelle qui était complètement enchâssé dans du bâti et qui était donc aveugle sur 3 côtés et demi, pratiquement 4 côtés, puisque seule la façade sur la petite cour intérieure était potentiellement utilisable. Donc, ce qu'on voit là sur les 4 axonométries aériennes, là, c'est donc le principe d'intervention. Dans l'état actuel, on avait donc ces 2 bâtiments haussmanniens, cette courette et ce parking enchâssé en fond de parcelle, qui était donc aveugle sur 3 côtés et demi. Première idée, curage. Donc, curage complet de la structure et des planchers du parking. Et très vite, on s'est rendu compte avec le bureau d'études, il me dit, mais moi, si tu commences à couper mes poutres béton, moi, je sais pas où sont les ferrailles, il va falloir faire un trou, c'est clair, il va falloir percer le parking pour y faire entrer la lumière, mais couper les poutres, ça va être complexe. Et donc, très vite, on s'est rendu compte que la solution était peut-être simplement de le dépouiller, de l'équarrir, un peu comme le ferait un charcutier, et d'en faire ressortir la structure d'origine. Et très vite, on s'est rendu compte que le côté patrimonial de ce garage, c'était bien entendu sa façade avec ses menuiseries
assez emblématique des bâtiments industriels du début du XXe siècle. Et en même temps, cette structure béton, parce qu'on était quand même dans les années 20 à peine une cinquantaine d'années d'expérience sur ce matériau. Et donc, le côté patrimonial, c'est cette structure béton, quoi. Donc, on évite le bâtiment, image 3, principe en dessous, on refait la cour intérieure, puisqu'évidemment, on était dans une logique aussi d'éradication des passoires thermiques. Donc, on refait une façade sur cour avec une isolation par l'extérieur. Et comme on était sur une cour très étroite orientée au nord, on part sur un principe de matériaux réfléchissants type inox à joint debout. Et puis donc, principe 4, ce qu'on voit, c'est d'une manière un peu théorique, on vient habiter cette étagère structure béton du parking et on vient y loger des logements qu'on voit en jaune et des circulations verticales qu'on voit en rouge. Voilà, donc ça c'est le côté théorique. Bien entendu, la réalité des choses a été un peu plus complexe, mais disons que les grands principes sont là, à savoir curage général des planchers, révélation du béton elle-même, observation de la façade sur la cour, qui était quand même la signature en termes esthétiques de ce garage, et colonisation en fin de compte de ce jeu d'étagères aérien. Ce qu'on voit sur les deux simulations 3D là, en noir et blanc et ombré, c'est que très vite la présence des poutres de la maison dans les vides nous a posé on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on n'allait pas créer des ombres et créer un faible ensoleillement pour les logements. Et en fin de compte, assez paradoxalement, les simulations, les hélios-simulations ont été assez rassurantes et on est plus devant un jeu assez pyrrhanésien entre guillemets et d'inventer quelque part une nouvelle écriture architecturale. La diapo suivante, c'est moi. Diapo. Voilà, donc ça c'est le travail sur le chantier. Donc dépouillage, en fin de compte, comme je vous le disais, équarrissage de la structure, et donc dépose des planchers, restructuration des poutres, et bien entendu partir un peu avec un peu compliqué. Et puis, comme toute réhabilitation, comme le disait Fabien, tout à l'heure, c'est les surprises toujours incroyables de la réhabilitation. En l'occurrence ici, découvert que 2 fosses à hydrocarbures qui avaient été comme par hasard oubliées par les précédents occupants et qu'il a fallu gérer en urgence parce que des fosses à hydrocarbures purgées, les vapeurs d'hydrocarbures, c'est un danger incroyable. Donc il faut les traiter dans les 24 heures en les ensabllant. Donc voilà, donc ça fait des problèmes. C'est pas idiot, c'est pas neutre de l'avoir mentionné ici parce que qui dit parking dit forcément, comme on l'a vu là, hydrocarbures, dit aussi comme sur un autre exemple de parking démonté en l'occurrence dans Paris, dit fibre amiante contenue dans les plaquettes de frein qui finit par se déposer mélangée à l'huile sur les sols des parkings. Donc le volet pollution est dans ce genre de situation à prendre en compte. Ceci dit pollution, que ce soit dans une réhabilitation ou une démolition pour une reconstruction, la gestion de la pollution est toujours à faire, mais c'est une chose qu'il ne faudra pas oublier. Donc voilà, démolition, curage, équarrissage de la structure avec une révélation c'est incroyable. C'était assez étrange quand la maîtrise d'ouvrage passait sur le chantier, il y avait ce côté spectaculaire de cet abîme comme ça, de toute raison, et qui fascinait tout le monde. Au suivante, s'il te plaît. Hop. Pardon. Voilà. Donc voilà. Donc le projet en lui-même, si on regarde par le plan jusqu'en haut, donc le rez-de-chaussée, on voit bien la forme en U la forme en U des bâtiments haussmanniens avec le porche qui a été préservé justement pour rentrer dans cette cour centrale. Et puis dans la partie arrière, ce parking, on en a vu de la poutraison tout à l'heure. On en discerne un peu le fantôme. Et puis donc ce trou, c'est cette perforation générale à travers tout le bâtiment pour créer une cour centrale.
un dessin assez simple, en fin de compte, circulation verticale, comme par hasard, dans l'ancienne circulation telle que dessinée dans les années 20. Donc, un escalier, un ascenseur, bien entendu PMR, et puis le développement par deux appartements par étage, des T4, des 3 T4. Donc, la position de la ville de Paris, c'est de favoriser mettre au minimum 35% de grands logements dans les opérations de réhabilitation. Comme dans la partie haussmannienne, on était très coincé, on ne peut pas faire plus que des T3, donc on a mis les grands logements dans la partie arrière. Donc, construction des 2 T4 par niveau. Et concernant la façade sur la cour, la façade sur la cour est préservée. On avait imaginé au début conserver les menuiseries métalliques existantes, les très fines menuiseries classiques des ateliers, mais comme elles n'avaient aucune performance thermique ni acoustique, très vite on s'est rendu compte qu'il fallait faire derrière un jardin d'hiver, ou du moins un espace tampon, de manière à avoir une façade étalonnée en partie arrière, qui elle pour le coup, elle a des performances acoustiques, thermiques, pour être conforme aux réglementations. Le fait est qu'in fine, la façade métallique, elle était trop abîmée, on est obligé de l'écouter, mais par contre, les jardins d'hiver ont été préservés. Donc, tous les logements, donc 2 logements par étage, de T4, et en fin de compte, quand on arrive dans l'étage supérieur, on a un T2, un T4 en duplex, sur les 2 derniers niveaux, R+4 et R+5, et donc ces jardins d'hiver qui sont de plein pied avec les logements. Il n'y a pas d'autre balcon, il n'y a pas de terrasse. On a préféré laisser les terrasses végétalisées non accessibles aux locataires pour pouvoir en conserver la gestion de manière à ce que les espaces végétalisés soient vraiment végétaux. Voilà. Si on regarde les coupes en partie basse, donc la coupe en bas à gauche, donc on voit bien le fantôme des poutres, enfin pas le fantôme, la présence des poutres qui vient traverser tout le patio. Au R-1, parce qu'évidemment le parking avait un niveau enterré, au R-1 on y a mis les locaux techniques. On est parti sur une ventilation inversée, VMC inversée, de manière à dégager complètement les superstructures. Donc, on draine tout la VMT en dessous, on la gère, bien entendu, une gestion centralisée, et on recrache avec une cheminée qui remonte le long de l'héberge. Donc, ça permet de curer et d'avoir des toitures très simples. Voilà. Donc, on voit aussi que le -1 était occupé par le parking. Donc, on a enfoncé le sol du patio avec sa végétalisation pour le mettre un niveau plus bas que le rez-de-chaussée. Est-ce que les gens au rez-de-chaussée ont quand même une vue un peu dégagée et que il y ait cette espèce de verticalité renforcée. Et puis ce qu'on voit sur l'autre coupe à droite, là, voilà, qui elle part depuis la rue, donc on voit les bâtiments haussmanniens réhabilités, la cour centrale légèrement en pente, qui elle était complètement minérale, et donc on lui a gardé ce côté minéral parce qu'évidemment l'idée de la présence de l'histoire était majeure et qu'il fallait la conserver, sauf que il n'y avait pas un seul centimètre carré de surface végétale sur le site, qu'on a bien évidemment voulu en offrir. Et la solution, parce qu'on voulait en même temps avoir une cour praticable, traversable par tout le monde, par les enfants, par les adultes, et en même temps avoir une végétalisation. Donc, on le verra sur les diapos suivantes. On a en fin de compte végétalisé le centre de la cour, et on l'a recouvert avec des grilles d'arbres en fonte qu'on est allé quémander à la ville de Paris, qui nous a gracieusement offert. Et en fin de compte, l'idée aussi de recyclage, de réemploi se gère aussi à travers des exemples assez emblématiques, notamment très visibles, comme ce tapis, un tapis de fonte en l'occurrence, récupéré et qui gère la végétalisation et en même temps le passage des enfants. On va sur l'arrière de la coupe, là, c'est justement ce jeu de fond de patio, et qui est un peu à l'image d'une ruine, un peu l'image romantique de la ruine du XVIIIe siècle. On a un taillis, on a une végétalisation très dense qu'on a voulu un peu bordélique, un peu sauvage, en fond de patio, une structure de fond qui en émerge. On a peint en blanc, de manière à ce que, bien évidemment, on ait le maximum de réverbération. Et donc, sur le niveau de transformé,
Et l'édicule qu'on voit tout en haut, là, sur la terrasse, correspondait au logement, parce qu'il y avait un logement, souvent il y avait des logements en dernier étage de ces parties dans les années 2030, et qui a donc été réhabilité, transformé en étage haut du duplex. On voit sur les deux axonaux éclatés là au-dessus, et donc le principe de réhabilitation du garage lui-même. Donc, qui dit poutre béton conservé dit forcément traverser des pots, traverser de thermiques. On s'est débrouillé pour le gérer, on verra pour les objectifs environnementaux. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à conserver une structure béton bien entendu existante. Il a fallu identifier l'implication des ferrailles, il a fallu ausculter tout ce monde, voir que elles étaient, en termes de feu, elles étaient cohérentes. Et en termes de charge, il a bien fallu faire attention à pas charger au mesure les dalles. Donc, la peau, en fin de compte, la façade les façades qui donnent sur le patio, en fin de compte, comme on les voit ici, sont des façades légères. En fin de compte, on a misé sur des simples plateaux métalliques, plus une façade en barre métallique. En l'occurrence, c'est des lames, le ST300 aluminium de chez Arcelor, donc une façade industrielle, et qui venait d'étage à étage, se faire intercepter par le jeu justement de poutres béton qui venaient télescoper, comme on le voit, qui venaient rentrer dans les bâtiments. Donc, ça a donné lieu au dessin donc de remplissage par ces lames verticales aluminium et ces béquets qui venaient faire casse-goutte aux perforations des poutres béton qui rentraient dans la structure. On a un jeu de lasagne entre guillemets métalliques qui viennent se faire intercepter par les poutres béton. Les menuiseries, c'est des menuiseries bois aluminium assez simples. Et le dessin, c'est tramé sur justement ces ST300 de 30 cm. Tout le dessin des baies et des façades est venu se gérer sur cette trame de 30 cm de créer une façade assez neutre. L'architecture du bâtiment était déjà suffisamment forte, c'était pas la peine d'en rajouter. Diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc la grande image à gauche, c'est justement cette mise en scène un peu incroyable de la structure conservée, révélée, entre guillemets, de la manière dont on est venu l'habiter, une espèce de logique un peu de colonisation, en fin de compte. J'aime bien cette idée-là sans référence historique, bien entendu, mais l'idée de venir habiter comme une topographie. C'est intéressant dans un projet comme celui-là. À un moment donné, le bâti existant est plus considéré comme négligeable, mais il écrit un territoire. Et en tant que tel, il est une topographie. Et au même titre qu'on vient construire sur une colline, nous, on vient construire dans un bâtiment qu'on aura au préalable, bien entendu, curé, désamorté, machin, dépolé, et en même temps, dans lequel on vient s'immiscer, on vient habiter, en fin de compte. Voilà, donc c'est l'image qu'on voit à gauche, avec les lampes aluminium toutes simples, qui viennent définir la peau, les menuiseries qui éclairent cette réalité, et puis c'est ces béquets métal, gris, laqués, et qui viennent définir les couches sur lesquelles viennent télescoper les maisons de béton. Voilà, donc un jeu un peu incroyable de révélation. Et le tout, en fin de compte, on l'a emballé dans un filet métallique. La grande pouille de la maîtrise d'ouvrage, c'est que ça devienne ces poutres deviennent un perchoir à pigeons qui sont, on les connaît tous, des grands pourvoyeurs de fientes acides qui attaquent enduits de France et de Navarre. Et là, donc, on a un grand filet métallique qui vient recréer de manière complètement symbolique, entre guillemets, le volume initial du projet. Alors, si on regarde les photos à droite, donc la photo du haut, c'est le duplex du dernier étage, qui communique avec l'ancien logement qui est en toiture. On voit à gauche, c'est le jardin d'hiver, donc à gauche de la photo du haut, avec les bétons apparents, et puis cette deuxième façade, pour le coup en aluminium
métallique, industrielle, performante, avec une imposte assez simple. Et en fond d'image, on voit comment la cuisine qui donne sur une héberge où on a réussi à réanimer des jours acquis, les fameux vues acquis 9 fois sur 10 nous cassent les pieds quand on est architecte de l'autre côté chez le voisin et qui là pour le coup nous ont aidés. Et ce qu'on voit au plafond, ben, voilà, c'est donc on fait du logement à poutres apparentes, mais des poutres apparentes béton d'origine, voilà. Donc si on descend, voilà l'image en dessous. C'est aussi intéressant cette image-là parce qu'on est allé chez les voisins qui étaient des GDF qui étaient derrière et on est allé faire des photos avant, bien entendu, et des photos après. Et la photo d'après, là où elle est intéressante, c'est qu'elle montre aussi que je vous ai pas mis la photo d'avant, mais c'était bon, ça dans l'enduit ciment moche, sans intérêt, complètement une espèce de délaissé dans la vie. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement nous, on rebondit sur la qualité du parking lui-même, mais en même temps, on offre à la vue, pas sur rue en l'occurrence, à la vue des héberges de voisins, on offre un site réhabilité, révélé, et voilà. Donc c'est aussi que le projet n'est pas autiste, il s'adresse à tous, quoi. Donc la petite photo rouge, enfin à dominante rouge qu'on fait à côté, c'est les circulations d'étages. Donc graphiquement, on a un peu reproduit retrouvé une écriture un peu rock'n'roll entre guillemets d'images à des grands chiffres, des parkings, de l'iconographie, du graphisme des parkings. Et puis la photo du bas, bah, ça c'est un logement juste avant l'entrée des locataires, donc, avec ce jardin d'hiver, donc avec une dalle béton avec un simple sol plastique. Et les cuisines ouvertes qui venaient sur ce jardin d'hiver, le séjour bien évidemment, et les poutres béton apparentes. Alors je vois des questions concernant les prestations là. Le client en l'occurrence qui est un bailleur ville un bailleur ville de Paris a toujours eu et a toujours un cahier des charges de prestations intérieures très chic, entre guillemets, très riche par rapport aux autres, à ce qu'on a l'habitude de voir entre les sols plastiques, U2P2, pas très qualitatifs. Et sont des choix propres à ce bailleur, sur lequel on rebondit, et qui, justifié qui justifie en disant que quand il faut changer un sol plastique tous les 5 ans, au changement de locataire, un parquet massif, on passe un coup de rabot, un coup de vernis et on est reparti pour 10 ans. Donc là, c'est des logiques. Quant aux menuiseries, oui, c'est des menuiseries aluminium, oui, c'est des menuiseries acier. On est dans une logique, on est sur Paris, on est dans une logique financière qui est un peu une bulle, j'en conviens, mais ce genre de question aurait pu ne pas être là, et le projet aurait eu non, voilà. Dernière diapo. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on voit à droite, c'est donc la vue depuis la cour, la façade révélée, retrouvée, donc avec le curage, le nettoyage. Donc on part à la photo d'avant travaux. Donc la façade complètement industrielle, propre, nickel, remise à jour. L'entrée qu'on voit au fond derrière le triporteur là, ça c'est aussi intéressant, c'est qu'à un moment donné, étant tributaire de la logique de fonctionnement d'un bâtiment, la réhabilitation du bâtiment du fond a fait que on a hérité d'un hall d'entrée qui faisait 50 mètres carrés. Donc on pouvait pas le valoriser autrement parce qu'on n'avait pas les angles de vue et les vues principales pour pouvoir le valoriser en espace de logement. Donc on a un grand hall dans lequel on a mis ce qu'on a appelé un bibliobanc. Donc en fait, on a dessiné un banc d'attente qui en fin de compte est bibliothèque. Tous les gens du immeuble posaient des CD, des DVD pour un usage collectif et bienvenu. Donc, et du bien dans le bâtiment à travers ce genre. En premier plan, ce qu'on voit clairement, c'est les fameuses grilles d'arbres qu'on a réutilisées et qui définissent un tapis en fonte qui masque une centaine de mètres carrés
de gazon. L'habillage de la cour étant donc en isolation thermique par l'extérieur, comme on le voit, et pour augmenter la réverbération et l'apport de lumière, on a choisi un inox à joint debout, qui est un produit assez simple en fin de compte, puisque il est d'une mise en œuvre complètement identique à celle du zinc, et et voilà, il est plus emmerdant à mettre en œuvre, puisque l'inox coûte beaucoup plus que le zinc, mais en tout cas, il a un avantage, c'est que il réverbère, il renvoie la lumière, et donc on a une isolation thermique tout à fait performante derrière. Voilà, et les images que j'ai mis à gauche, par contre, sont d'autres exemples de transformation, réhabilitation de parking, et qui montrent que ce filon, entre guillemets, ces opportunités immobilières au cœur de la ville sont à mon avis majeures aujourd'hui. L'exemple du centre, là, les trois photos, c'est le siège de Libération, du journal Libération. Enfin, maintenant, ils ont déménagé. C'est l'ancien siège de Libération, qui a été transformé par les Pénales d'architecture fin des années 80, début 90, et qui était pas très loin dans le centre de Paris, de Place de la République. Et ils avaient à ce moment-là squatter les 400 derniers niveaux du parking transformé dans la rédaction. Cet exemple-là, je l'ai pris aussi la transformation de parking, là où c'est vraiment très intéressant, c'est qu'en parking aérien, rien ne vous empêche d'en squatter la totalité. C'est ce qui s'est passé sur le site de Libération. Si les étages inférieurs, pour des raisons de vue, ou simplement économique, financier, on peut très bien imaginer, c'est un peu comme un réservoir avec une jauge. Là, Libération, ils ont récupéré les 5 derniers niveaux. Les niveaux en dessous sont restés des parkings. Bien entendu, ça pose des problèmes en termes de circulation, en termes de dessert, mais dans un parking, c'est intéressant. C'est un volume, c'est une structure. Donc, on peut très bien conserver ce pourcent en fonction de l'origine et dans le pourcentage restant, le transformer en bureau, en logement, en équipement. Cette idée de mutabilité n'est pas forcément 100% l'un ou 100% l'autre. Ça, je pense que c'est un des atouts majeurs de ce genre de structure. Voilà. En partie basse, un autre exemple de réhabilitation transformation d'un ancien parking de la Fourrière parisienne dans le 19e arrondissement, une opération qui était pilotée par Paris Habitat, donc le plus gros bailleur de parisienne. On fait un montage avec Emeridge, un promoteur privé. Donc, c'est une opération mixte entre du logement social et du privé, de manière à équilibrer l'opération. Et donc, la partie centrale que l'on voit sur la gauche de l'image, on voit clairement que c'est la structure centrale du qui a été préservée et qui est venue se faire squatter, habiter par des logements. Et la diapo du haut, c'est une autre opération qui est issue de Réinventer Paris, d'ailleurs, et qui a été remportée par I3F, que tout le monde connaît, et avec Gaëtan Le Penel, architecte, là, et qui se positionne sur un cœur d'îlot assez complexe où il y avait justement une ancienne concession Renault, concession automobile avec un énorme cœur d'îlot avec le parking, plus d'autres bâtiments un peu annexes, un peu compliqués. Et le parking a été conservé dans sa logique de fonctionnement avec la structure, en fin de compte, qui a été préservée en partie. Voilà. Donc, oui, je vais parler peut-être plus fort ou mieux. Les avantages de ce genre d'intervention. On aurait cassé le parking en fond du lot, en cure, en pas, n'importe quoi. Sauf que les gabarits, comme l'a précisé Benoît tout à l'heure, les gabarits constructibles tels que dictés par le PLU parisien aurait fait que de toute façon, on allait perdre en capacité. Donc, on aurait fait moins de surface à réhabiliter moins de surface à construire qu'à réhabiliter. Donc déjà, clairement, dans la balance, en termes le ratio de surface est prêché pour une réhabilitation. Et deuxièmement, je le vois sur une autre opération qu'on est en train de faire pour un autre bailleur où on réhabilite des anciens immeubles de bureaux. On se retrouve face à un chantier qui est un chantier un peu comme le disait Fabien, ce sont des chantiers un peu de chirurgie, un peu
Donc, on se retrouve sur un chantier où on n'a pas des tombereaux de commandes de camions qui viennent perturber la ville. On n'a pas de grue. Là, on n'a pas de grue. On s'est débrouillé avec des montages, avec des étafouages. On est sur des chantiers entre guillemets légers, ça, des chantiers un peu lourds, mais on n'est pas inclusif dans la vie de la cité. On modifie, et un autre sujet qui est très important par rapport au recours potentiel, on ne modifie pas furieusement ou foncièrement flagrante la silhouette et l'épinglage. Donc quelque part, on est sur de la réhabilitation légère, à l'échelle urbaine légère. Et ça allié à la préservation d'un patrimoine, la préservation d'une histoire, la préservation de plein de choses. Il y a un truc qui est très étrange, c'est que les locataires qui avaient été déplacés de la partie avant, des logements haussmanniens, ont eu un droit de retour de la part du bailleur. Il y en a plus de la moitié qui sont revenus. Et il y en a qui habitent maintenant de l'autre côté, qui habitent en face de leur ancien logement. Donc, il y a la préservation d'une filière. Enfin, il y a l'idée d'un lien en termes social qui me paraît très important. On n'est pas dans une ardoise magique où on efface et on recommence. Il y a l'idée du patrimoine, et le patrimoine, c'est pas que majuscule, c'est pas systématiquement, c'est aussi du patrimoine de sentiments, de feeling des habitants. Et ça, je pense que c'est majeur aujourd'hui dans une attention sociale, sociétale, au même titre que environnementale. Voilà. Merci Fabien et Laurent. J'ai pas été trop long, je pense. Mais c'est pas grave, c'était passionnant, donc c'est très bien. Je crois que ces deux présentations démontrent encore une fois l'inventivité des architectes. Alors, je suis architecte moi-même, donc je ne vais pas aider pour ça, mais qui, dans des situations complexes et lorsqu'on leur fait confiance, mettent toujours leur intelligence au service de projets innovants, singuliers et de qualité. Et ça, je vous en remercie et merci pour vos témoignages. Donc maintenant, on va organiser ce temps d'échange collectif dont on a parlé. On se donne 20 minutes, peut-être une demi-heure pour échanger sur la base du chat. Voilà. Peut-être que je vais donner la parole à Carole qui a suivi le chat pendant que je passais les diapositives. Moi, je n'ai pas pu voir du coup les éléments. Donc, j'enlève mon partage d'écran pour pouvoir voir tous les éléments de discussion. Donc, en préambule, juste pour vous dire qu'il y a eu quelques commentaires sur la beauté de vos projets et les félicitations que ce sont des beaux projets. Merci. Alors, on n'a pas beaucoup de questions. On a juste une question technique sur le premier projet. Donc, je la lis. Sur le bâtiment existant à gauche du projet, des fenêtres ont été condamnées. Si j'ai bien compris, cela a été possible car il s'agit du même propriétaire. Si ce n'est pas le cas, comment se passe la négociation avec les voisins? Fabien. Je pourrais vous montrer 2-3 images qui vous expliquent un petit peu le principe, mais les fenêtres qu'on voit, il y a 2 fenêtres qui ont été transformées en portes pour rajouter une pièce supplémentaire au-dessus du petit local du restaurant. Donc, c'est déjà ces 2 fenêtres-là, elles ont été prolongées pour avoir une pièce supplémentaire. Donc, déjà, on a transformé une fenêtre en porte-fenêtre en agrandissement d'un logement existant. Et sur l'autre petite fenêtre qui se trouve effectivement sur le dessus, on l'a condamné qui correspondait à… C'était des fenêtres de toilettes. Mais effectivement, ça, c'est possible parce que c'était la même personne qui avait le ténement foncier. Oui, c'est vraiment cette question de la monopropriété est un élément aussi c'est important dans le recyclage urbain. On voit les difficultés qui peuvent apparaître justement relatifs aux copropriétés. Peut-être tu peux en parler aussi un peu, Fabien, parce que tu as aussi fait d'autres études sur des projets qui agissaient ou des propositions de projets sur des copropriétés. Et en fait, il y a des freins
lors de ces projets qui peuvent être liés à des attentes variées des copropriétaires ou des exigences aussi? On en a parlé effectivement avec Benoît hier. Sur plusieurs projets, c'est vrai que je pourrais vous faire passer d'autres approches, d'autres projets qu'on a pu soit essayer de réfléchir, soit à mener à bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de copropriétaires qui souhaitent vendre un étage supplémentaire pour pouvoir faire réaliser des travaux, pour pouvoir récupérer un petit peu d'argent, quoi. Donc, ils vendent du vent, quoi. Mais, Du droit à bâtir. à bâtir, pardon. Mais c'est vrai qu'avec toutes les problématiques que ça implique sur les installations de chantier, sur les désagréments qu'on peut rencontrer, sur le fait que quand on a des gens qui sont en place, les problématiques sont quand même toujours à chaque fois différentes. Donc, c'est pas du tout évident aujourd'hui on a beaucoup de projets qui sont restés au stade d'études parce que les gens qui vendent une surévaluation possible, ils veulent tout, quoi. Ils veulent récupérer l'argent et puis ils veulent pas de désagréments. Donc au final, il y a beaucoup de choses qui se font pas parce que c'est trop compliqué, quoi. Et puis, il y a aussi des points de vue divergents suivant si tu es copropriétaire occupant ou copropriétaire bailleur d'un logement, enfin, loueur d'un logement. Tu n'as peut-être pas les mêmes niveaux d'exigence ou d'attente. Mais c'est évident que c'est toujours plus simple d'avoir affaire à une personne que d'avoir affaire à la gestion des copropriétaires à 2, à 3, à 5, à 15. Même si la loi Allure a introduit des nouvelles dispositions réglementaires par rapport notamment aux lois sur les copropriétés, je crois, pour pouvoir faire ce type de projet. Maintenant, avant, il fallait l'unanimité des copropriétaires en assemblée générale et aujourd'hui, ça a été réduit à 2/3, je crois. 2/3. 2/3. Bon, peu importe les chiffres, il y a quelques améliorations réglementaires qui favorisent un peu ce type de projet, mais ça reste quand même compliqué. Voilà, donc il y a certainement des choses encore à inventer. Et peut-être que les nouveaux dispositifs réglementaires qui vont imposer la rénovation énergétique des logements vont nécessiter des travaux dans beaucoup de copropriétés. Et peut-être que dans ce cadre-là, ça va inciter les copropriétaires à porter ce type, à accepter ce type de projet. On voit aussi qu'il y a des nouveaux opérateurs qui apparaissent sur le marché et qui scannent un peu les bâtiments pour voir les capacités constructibles et qui font du projet clé en main pour les copropriétaires. Tout ça, ça marche bien. Enfin, voilà, et qui vendent, en fait, qui vendent leurs services en quelque sorte avec ils conçoivent un projet, ils vont jusqu'au dépôt du permis de construire, donc ça c'est de manière complètement gratuite et transparente pour les copropriétaires, et ensuite si le permis de construire est accepté, ils vendent ce droit à bâtir au promoteur le plus offrant. Donc voilà, donc c'est un peu des opérations gagnant-gagnant pour le copropriétaire et pour cet opérateur. Donc c'est une start-up, peut-être que je peux la nommer UpFactor. Voilà, donc c'est un nouvel opérateur qui fait ce type de montage et voilà, donc c'est peut-être des nouveaux modes de faire sur cette question de la copropriété qui est une question qui reste à la fois sur la copropriété et puis c'est surtout beaucoup sur l'organisation de chantier, quoi. Parce que c'est ça que bon, après on arrive toujours à faire des projets qui soient jolis, qui soient vraiment agréables, mais c'est comment est-ce qu'on organise le chantier pour que ça soit le moins gênant pour les gens qui sont autour, quoi. Ça c'est complexe. Après, juste pour rajouter, bon, c'est gentil de dire que les projets sont chouettes et tout. Moi, je pense que c'est vrai que c'est vraiment des projets vraiment de rencontres entre
un concepteur, architecte, et puis une équipe d'ingénierie qui est quand même vraiment primordiale pour réaliser ce genre d'opération en site occupé et en site urbain. Et puis, et je pense qu'il faut, enfin, Laurent l'a bien dit, mais il faut, nous, on travaille pour les deux projets présentés, c'est des projets de privé. Et c'est vrai qu'il faut aussi vraiment les valoriser, quoi, valoriser les gens qui font, parce qu'aujourd'hui, construire, on se rend compte que c'est quand même vraiment compliqué. Et toute la maîtrise d'ouvrage, à chaque fois qu'on finit un projet, je pense qu'il faut vraiment leur rendre hommage parce que je pense qu'ils ne sont pas si nombreux que ça à franchir le pas, même si au final, l'idée c'est quand même qu'ils gagnent de l'argent, quoi. Ou au moins qu'ils équilibrent des opérations dans le cadre de logement. Plus que sur des petits projets en marché public où nous on travaille beaucoup sur les cantines, mais c'est vrai que pour les collectivités, mais là, quand c'est des privés ou des opérateurs en logements sociaux, et je pense que il faut leur rendre hommage, quoi. C'est important à chaque fois de dire que c'est avant tout eux qui font. Nous, on suit une demande, mais c'est vrai que c'est eux qui sont quand même porteurs de projet. Quand on dit porteur de projet, c'est vraiment ça, quoi. Alors, puisque on parle de coûts, donc il y a une question pour Fabien. Donc sur l'écart de coût entre la surélévation et la démolition-reconstruction. Donc quels sont les avantages? Et puis donc j'en profite aussi parce que pour poser une question, enfin quelques remarques sur la hauteur. C'était plutôt des remarques sur la hauteur des bâtiments et le fait d'avoir joué sur les différentes hauteurs. Donc, est-ce que tu peux peut-être développer un petit peu là-dessus? Merci. Donc, sur la question des différentes hauteurs. Donc, ça, c'est en gros, aujourd'hui, c'est facile de monter 2 niveaux. Au niveau structurel, nous, dans les opérations qu'on fait avec l'ingénieur qu'on connaît sur des parcelles avec des portées de 6 mètres et avec des murs de mur à mur qui sont inférieurs à 12 mètres, on sait facilement monter à 2 niveaux. Donc, on pourrait imaginer monter plus. Après, c'est comment est-ce qu'on gère la circulation verticale. C'est aussi un problématique dans le sens où on perd aussi de la place sur l'arrière, où il faut qu'on ait de la place pour pouvoir accéder. En fait, juste la hauteur, c'était par rapport aux hauteurs existantes environnantes et aux réglementations. Alors, ça c'est aussi un travail avec les services des ABF, donc les architectes des bâtiments de France. Sur la ville de Lyon, je ne sais pas comment ça se passe à Marseille ou à Paris, mais en fait, ils aiment bien avoir un épanelage qui soit de différentes hauteurs pour pas qu'on rajoute, si vous voulez, une grande limite. Donc, il y a un côté un petit peu vernaculaire pour arriver à avoir différentes hauteurs qui correspondent à différentes périodes, qui correspondent à différents types de construction. Donc ça, c'est aussi là-dessus qu'on essaie aussi de faire avec et de jouer sur des hauteurs différenciées, quoi. Donc ça, c'est plus à la fois, techniquement, on ne peut pas monter beaucoup plus que 2 niveaux, et 2, essayer de trouver sur un épanelage de différentes hauteurs pour rester sur un côté un peu vernaculaire en ville, quoi. Ouais. Je pense que ce travail-là a un avantage, et tu en parlais un peu, Laurent, dans le cadre de ton projet aussi, c'est l'acceptabilité du projet à la fois par les riverains et par les services instructeurs qui, de toute façon, eux, ont de plus en plus des outils pour gérer la qualité et l'insertion architecturale et urbaine des projets. Dans les PLU et les PLUI, les PLUH, voilà, il y a des nouvelles règles qui apparaissent par rapport à cette qualité, à l'exigence de prise en compte de l'existant. Et je pense que ça va dans un sens d'une qualité pour tout le monde. Et je pense que ça participe aussi à l'acceptabilité de ce type de projet. Donc, voilà, je voulais juste intervenir là-dessus. Ça peut être, ces nouvelles règles peuvent être considérées comme des freins, ces règles de qualité, mais en fait, elles sont aussi un atout parce que ça évite les recours, ça évite des choses comme ça qui, après, bloquent de toute façon les projets. Ah oui, très clairement, oui, oui. Et une autre question, donc j'en profite pour les projets de surélévation, donc qui sont peu nombreux.
Et donc, pourquoi cela? Est-ce que ce sont des contraintes techniques, réglementaires? Alors, on en a parlé un petit peu, mais peut-être revenir sur ces sujets-là. Au-delà du coût, euh, Il y avait juste un truc tout à l'heure, j'ai pas répondu à la question sur la démolition-reconstruction. oui, alors il y avait une question sur l'écart de coût entre la surélévation et la démolition-reconstruction et les autres avantages. En fait, là, sur les deux projets présentés, la démolition complète n'était pas possible parce qu'il y avait un usage sur le rez-de-chaussée. Dans les deux cas, un cas c'était un garage stockage et l'autre cas c'était un restaurant. Donc on ne pouvait pas démolir en fait. Donc on est vraiment en site occupé, utilisé quoi. Et après la différence de coût entre démolir pour reconstruire, après, c'est aussi des questions un peu pragmatiques sur l'écologie des matériaux. En ville, à chaque fois qu'on met un coup de pelle et qu'on évacue de la terre, juste de la terre, on est sur 25 € la tonne. C'est vrai que ça va, à chaque fois, ça va vite, quoi. Donc, construire, démolir pour reconstruire, on casse des matériaux, on les met en déchetterie, et après, on en fait revenir de nouveau. Je pense que si on arrive au maximum à conserver l'existant, c'est toujours plus intéressant. Et en plus, par rapport à ces projets de démolition-reconstruction, l'avantage des projets de surélévation, c'est on s'affranchit des projets d'acquisition, enfin des coûts d'acquisition foncière, puisque l'opérateur est le propriétaire des lieux. Donc, voilà, il y a les coûts d'acquisition qui sont aussi qui entrent dans la balance, je suppose, dans ce type d'opération. Si je peux intervenir sur le peu de projets de surélévation qui correspondait à une question tout à l'heure là. Je pense que de plus en plus, on voit intervenir ce genre de choses, notamment à travers le parc immobilier des bailleurs sociaux à l'échelle nationale. Et je pense que ça va s'accentuer puisque la politique de résorption des passoires thermiques va forcément induire une intervention sur le patrimoine d'une manière assez lourde et on l'espère d'une manière assez respectueuse aussi, ça c'est un autre problème. Mais je pense que la rentabilisation des interventions sur le passoire thermique va aussi booster les surélévations, puisque il dit travaux, bien entendu, ça coûtera plus cher que de faire une simple isolation thermique, mais tant qu'à faire des travaux importants, remise à niveau, autant de la peau des bâtiments, mais aussi sur les fluides, le chauffage et la plomberie, et jumeler ça avec des surélévations. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des bailleurs sociaux qui n'imaginent pas faire autrement la résorption des passoires thermiques. Profiter de cette opportunité pour justement augmenter l'offre en surélévation sur deux niveaux, comme le disait Fabien, puisque c'est la jauge à peu près raisonnable, autant en termes de capacité structurelle que de gabarit et de flux, quoi. Alors, par rapport à cette question des surélévations, les projets se heurtent souvent à la question des places de stationnement qui doivent être aménagées chaque fois qu'on crée de la surface de plancher supplémentaire pour du logement. Vos projets, comment vous avez géré cette question dans votre projet? Vous aviez des dérogations relatives à la programmation qui, dans un cas, c'est des logements sociaux, dans l'autre cas, c'est des logements étudiants. Voilà, comment vous avez pas détourné, puisque vous aviez une commande dérogé à ces règles-là, du coup, dans vos projets. Fabien? Moi j'ai la réponse, mais je… Alors, nous au niveau pour le premier projet, on est passé avant le PLUH. Et aujourd'hui, mais il y a quand même eu une nécessité d'avoir 2 places de stationnement, même si c'était pour créer des logements en duplex étudiants de 55 mètres carrés.
le propriétaire a dû avoir 2 stationnements dans un périmètre de 300 mètres. Donc, c'est soit des contrats de longue durée, donc sous Lyon, ça s'appelle Lyon Parc Auto, au moins minimum 10 ans, soit il faut qu'il puisse justifier d'un achat de 2 places de stationnement dans un périmètre de 300 mètres. Après, le PLUH, il a été adopté, il a été plus souple par rapport à ça. Et aujourd'hui, si on a un axe fort de transport dans un rayon de, je ne sais plus combien, je sais plus si c'est 100, 150 mètres, on peut s'affranchir de places de stationnement. Bon, à Marseille, c'est 300 mètres. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va dans le sens assez logique d'une modification aussi des approches réglementaires pour essayer de dire que la ville, ce n'est pas forcément que la ville de la voiture, quoi. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui poussent à ce que la voiture soit rejetée en ville, qui plus est pour des logements étudiants ou des logements de petite surface. Mais effectivement, c'est quand même toujours un problème sur lequel on essaie de trouver des astuces aussi. Je sais sur cette question, par exemple, dans le PLUI du CT1 de Marseille, cette question du stationnement a été évoquée et en fait, la règle pour les tissus centraux, ça a été de permettre de déroger à cette obligation de production de places de stationnement pour des opérations dont la superficie totale, donc partie existante plus extension, ne dépassait pas 600 mètres carrés de SDP. Voilà, c'est une manière aussi. Voilà, Et toi, Laurent, du coup? Alors nous, sur Paris, la situation est différente puisque le nouveau PLU tel qu'il est applicable là maintenant depuis 3 ans déjà, fait que de toute façon, il n'y a plus d'obligation de produire du stationnement pour toute création de logement. Avant, c'était une place par tranche de 100 mètres carrés de SDP et maintenant c'est terminé. Il n'y a plus obligation d'en faire. Et en même temps, la transformation de parking en logement, elle est claire, c'est qu'aujourd'hui, le taux de motorisation des foyers parisiens, il est entre 30 et 40%. 60% des foyers parisiens n'ont plus de véhicule. Moi, j'ai plus de voiture. Voilà, j'ai besoin d'une voiture, je vais la louer. Enfin, c'est pas. On est dans une logique d'une bascule claire de cet équilibre. Et la preuve, c'est que justement, ces parkings justement deviennent des nouvelles Eldorado entre guillemets à reconquérir. Et pour rebondir encore sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que la jauge d'un parking à faire muter, vous pouvez squatter les 3, 4, 5 niveaux les plus hauts et conserver un usage de stationnement pour les niveaux bas. Donc, quelque part, la jauge, elle peut se faire où on veut. Aussi, il y a des nouveaux outils aussi qui sont assez intéressants qui ont été développés. C'est les systèmes sur smartphone, de trouver. C'est des bailleurs sociaux, notamment sur Paris, qui mettent en location leur propre patrimoine de parking dans les cités, dans les bâtiments construits dans les années 60-70, et qui les mettent en gestion à des opérateurs start-up qui produisent des stationnements. On les a sur le smartphone, tu peux aller garer à tel endroit dans un rayon de 100 mètres. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui des nouveaux médias avec les smartphones et autres, de valoriser l'emploi et le remplissage des parkings existants, et aussi un élément qui fait que le besoin en stationnement va d'autant plus diminuer. Très bien, alors, merci. Je vais peut-être rapidement, parce que je vois l'heure qui tourne et le nombre de participants qui descend, mais il y a quand même, ouais, c'est ça. Il y a quand même deux questions qui me semblent intéressantes d'aborder. Donc, pour Laurent, comment les locataires sociaux ont appréhendé les logements plutôt atypiques, qui changent énormément du logement social habituel?
Alors ça, on en avait parlé ensemble, mais il y a aussi après une question plus large sur les projets de construction densification. Est-ce qu'ils sont développés dans des cœurs d'îlots? Bah, oui, alors première question, on en avait parlé ensemble là. Oui, comment on a produit du logement qui avait avec un cachet, comme on dit, un look comment assez particulier. On a fait du loft entre guillemets, loft social. Bah, ça donne lieu. Vous savez, toute opération, à partir du moment où on fait la réhabilitation, on est très souvent devant on produit des surfaces et du volume, et Fabien le sait pertinemment, on produit des moutons à 5 pattes assez étranges qui sortent des standards de la production de logements qu'on a beurré de manière assez linéaire. Et bien évidemment, à partir du moment où on a un produit atypique, forcément à tout le monde. Donc, oui, il y a des gens il y a des gens qui ont refusé, il y a des gens qui ont refusé des logements parce que disons, ils n'étaient pas assez grands. Alors qu'en fait, ils étaient 5-6 mètres plus grands que la jauge habituelle des logements. Euh, voilà. Mais par contre, ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin de la GPA, bah, évidemment, on va se balader dans les logements pour voir comment les gens les ont eux-mêmes colonisés, entre guillemets. Là, on voit des choses qui sont très intéressantes, quoi. C'est que les jardins d'hiver, il y en a qui, pour certains, c'est devenu un vrai salon un complément du salon. Pour d'autres, c'est devenu un vrai bureau. Le troisième, c'est la vraie serre botanique, avec toutes les plantes. Donc quelque part, oui, bien évidemment, on produit des logements qui vont avoir un look entre guillemets qui peut être choqué ou qui peut déplaire à certains. Il y a des gens qui ont demandé s'ils pouvaient enduire les poutres de béton ou ramener un faux plafond parce que pour eux, c'était un peu trop fort. Mais en parallèle à ça, on offre à travers la réhabilitation et justement ce côté atypique de la réhabilitation, on offre des surfaces avec un usage un peu flou et à travers lequel chacun peut y voir une adaptation, une personnalisation particulière. Donc voilà, ça reste un support à ce que les gens développent leur manière d'habiter d'une manière un peu exotique. Quant à la deuxième question, oui, les cœurs d'îlots, tout dépend des PLU et des plans locaux d'urbanisme et de la manière dont ils sont rédigés. Mais oui, les cœurs d'îlots sont majoritairement des zones à densifier, d'une manière bien entendu raisonnable. On n'est pas là pour beurrer d'une manière stupide, mais dans le respect des gabarits, dans le respect des surfaces non étanchées, parce que c'est très important aussi de pas créer des îlots de chaleur en cœur de ville, donc de conserver un équilibre entre les surfaces végétales, la densification, les surélévations en cœur d'îlot. C'est aujourd'hui une des pistes les plus intéressantes à travailler, ça c'est clair. Voilà. Pour revenir sur les surélévations, entièrement d'accord avec Fabien, et sachez que dans des situations très très serrées comme elles sont vécues dans le Paris, dans le centre-ville de Paris, je pense que c'est pareil à Lyon, ça doit être pareil à Marseille ou à Lille ou maintenant à Bordeaux, c'est que la surélévation, les bailleurs l'entendent d'une manière tout à fait ça pose plus de problème. La surélévation bois, parce qu'évidemment, qui dit surélévation dit coût et charge au sens physique du terme, charge minimale, donc structure bois, chantier, filière sèche, matériaux biosourcés. Je pense qu'il y a vraiment une mutation là. C'est super intéressant, c'est la philosophie de ce midi, c'est qu'on est en train de vivre un vrai virage. Et ça, aussi dramatique soit-il à l'échelle environnementale et planétaire, en termes intellectuels, c'est vraiment hyper stimulant. Belle conclusion. Alors, on va aller très vite pour la conclusion. C'est ça que tu voulais me dire, Benoît? Non, pas du tout. Je te laisse conclure, du coup, je te laisse conclure. Alors,
Alors, juste une remarque dans le centre-ville de Marseille, les cœurs d'îlots n'ont pas vocation à être densifiés car ce sont des espaces importants pour la nature en ville. Et le PLUI va dans ce sens. Bien sûr, mais bien évidemment, on n'est pas là pour comment beurrer, entre guillemets, quoi. C'est évident. Mais vous voyez, par exemple, l'exemple de Faubourg-Poissonnière, on n'avait pas 1 cm² de végétal. En plus de ça, on est au-dessus de terrains qui sont avec des dilutions de gypse. Enfin, bon, c'est compliqué. Mais on est là pour comment révéler des situations, comment faire que des univers soient bien évidemment beaucoup plus agréables, bien évidemment plus verts et encore une fois résorber les îlots de chaleur. Et il y a mille et une situations où il est hyper pertinent d'intervenir. Et bien entendu, il y en a beaucoup d'autres, voire une majorité, si ça se trouve, ça dépend des tissus, où bien évidemment, il faut préserver les cœurs d'îlots, il faut préserver des continuités végétales d'une parcelle à une autre, comme on peut le voir dans des cœurs d'îlots de différentes villes. Oui, bien évidemment, il n'y a pas une recette. Ce qui est intéressant aujourd'hui, dans la manière dont Fabien travaille, dont nous on travaille, c'est fini l'époque de la recette moderne du tabula rasa et maintenant on a une solution. Tout est affaire de contexte. Voilà. Merci, je pense que c'est une très bonne conclusion à ces échanges. Je ne sais pas ce que tu en penses, Carole, mais voilà. Et j'espère que tous ces questionnements, tous ces témoignages vont participer à notre objectif de sensibilisation à la fois des élus et des techniciens. Et voilà, il laisse d'ores et déjà entrevoir des réponses. Merci beaucoup, en tout cas, à tous pour votre participation. Peut-être juste, Carole, tu devais enchaîner sur la suite des journées. Oui, alors juste pour terminer, donc je rappelle que il y aura un 3e et dernier webinaire qui portera sur les outils et méthodes, donc la semaine prochaine, jeudi prochain, donc on enchaîne tous les jeudis. Donc les thèmes abordés ce seront intensifier les usages avec l'urbanisme transitoire, le repérage du foncier, un préalable au recyclage urbain, et enfin, quelle planification au service du renouvellement urbain. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire et moi, je vous dis à la semaine prochaine.